Bienvenue à cette 4e unité de référence consacrée à l'introduction au droit suisse des contrats. Nous l'avons vu au cours de la 2e unité, le droit privé ou droit civil règle les relations entre les personnes physiques ou morales de droit privé. Les premiers articles du Code civil, rangés dans le titre préliminaire, fixent quelques principes fondamentaux que tout membre de la société se doit de connaître. Les règles d'interprétation de la loi, le principe de la bonne foi, le pouvoir d'appréciation du juge et le fardeau de la preuve. Notre ami Marco a toujours compté sur les transports publics et sur sa bicyclette pour ses déplacements. Depuis qu'il travaille chez Luxor SA, il sous-loue une chambre dans un appartement communautaire à Sion. Le 9 septembre dernier, Marco a prêté son vélo à Jordan, un pote de Rodolphe, l'un de ses colocataires. Quand Marco a voulu récupérer son vélo, comme prévu, le lendemain, Rodolphe lui a dit que Jordan s'était fait voler l'engin et qu'il ne savait pas où était son pote. En arrivant au travail, lundi 18 septembre, Marco a été surpris de voir Consuelo, l'apprenti, au guidon de son vélo. Il lui a demandé où elle l'avait trouvé. Consuelo a répondu que c'était son vélo et qu'elle l'avait acheté sur anibis.ch 2 jours plus tôt. Marco n'est pas du tout d'accord. Il prétend que c'est son vélo à lui et qu'on le lui a volé. Vous jugez cette affaire, qu'est-ce que vous dites ? Passons donc en revue les 4 principes extrêmement importants. Le premier, l'interprétation de la loi. L'article 1er du Code civil précise les sources du droit. Il y en a 4. La loi, c'est-à-dire les règles écrites, qui sont adoptées par les autorités compétentes. La jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux. La doctrine, c'est-à-dire l'ensemble des travaux publiés par les juristes, généralement sous forme d'ouvrages, de manuels, d'articles, de commentaires. Et la coutume, si les autres sources ne suffisent pas, mais c'est devenu très rare. La source la plus importante, la loi, n'est pas toujours parfaitement claire, il faut donc l'interpréter. L'article 1er du Code civil nous fournit la méthode. Il faut comprendre la lettre ou l'esprit des dispositions légales. Première méthode, la méthode littérale. Là, on part du texte de la loi et on étudie ce texte comme on a en principe appris à le faire à l'école. On examine le vocabulaire utilisé, la ponctuation, la syntaxe, etc. Si ça ne suffit pas, on peut appliquer la deuxième méthode, la méthode systématique. Pour appliquer cette méthode, on part du principe que la loi est cohérente. On cherche alors à comprendre la règle dans son contexte, c'est-à-dire parmi les règles qui l'entourent. Si ça ne suffit toujours pas, on peut appliquer la troisième méthode, la méthode historique. Là, on fait comme les historiens. On part fouiller dans les textes et les documents préparatoires des commissions parlementaires, dans les messages du Conseil fédéral, etc. Si après cela, on ne sait toujours pas ce que signifie la règle, on peut appliquer la 4e méthode, la méthode dite téléologique. Par cette méthode, on interprète la loi en fonction de son but et des intérêts qu'elle protège. Deuxième principe fondamental, le principe de la bonne foi. Les articles 2 et 3 du Code civil présentent une norme fondamentale du droit privé, le principe de la bonne foi. La bonne foi est une notion développée par le droit romain, voici plus de 2000 ans, quand les Romains, influencés par la pensée grecque,
ont développé un droit universel et humaniste sur la conviction qu'ils avaient que l'homme, en tant qu'être humain, précède l'homme en tant que citoyen. Dans ses relations contractuelles en particulier, l'homme s'engage donc en tant qu'homme de bien, inspiré par l'équité et la justice. L'homme de bien, le bonus vir, est celui qui se rend utile autant qu'il le peut, ne nuit à personne, à moins qu'on le provoque injustement. C'est cette bona fides, cette bonne foi, que nous trouvons comme un devoir général du droit privé à l'article 2, alinéa 1er du Code civil. Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. Troisième grand principe, le pouvoir d'appréciation du juge. À teneur de l'article 4 du Code civil, lorsque la loi le charge de faire usage de son pouvoir d'appréciation, le juge applique les règles du droit et de l'équité. L'idée est ici de laisser une certaine marge de manœuvre au juge. Si, par exemple, l'application stricte du droit aboutit dans un cas particulier à une situation ou à une solution inique ou impraticable, il peut faire application des règles de l'équité. Mais dans ce cas, évidemment, les exigences de motivation sont élevées. Le juge devra se montrer particulièrement convaincant. Petite remarque ici, l'équité de l'article 4 du Code civil n'a pas le sens que certains cherchent à lui donner depuis quelque temps. Il ne s'agit pas d'une égalité de résultat, mais bien d'une égalité de traitement. Quatrième principe, le fardeau de la preuve. L'article 8 du Code civil prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle sert à répartir le fardeau de la preuve, c'est-à-dire qu'elle définit, en cas de désaccord entre deux personnes, qui doit prouver quoi. Sur cette base, naturellement, l'article 8 détermine aussi qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Autrement dit, si dans un conflit, je déclare quelque chose qui est nié par mon adversaire, le juge donnera raison à mon adversaire si je ne parviens pas à prouver ce que j'ai déclaré. Voilà, avec tout ça, je vous laisse méditer sur la situation de Marco et sur celle de Consuelo, qui prétendent maintenant tous les deux être propriétaires du même vélo. Pour dire qui a raison, vous devrez probablement utiliser les 4 principes qu'on vient de voir ensemble. J'ai mis quelques exercices ou références en annexe pour guider votre travail. À bientôt.